Je reçois Kayamba Chichi, fils, il est professeur de la diaspora congolaise, justement à Madrid. Bonsoir, monsieur Kayamba. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous revenez au pays justement à un moment crucial qui annonce la tenue des concertations nationales. Et je dois dire que vous habitez Madrid, où vous exercez comme professeur de droit dans une université à Madrid, en Espagne, avec une trajectoire riche. On aura à le dire, fils d'un célèbre professeur congolais, Ngoïndou Bakamatanda. À l'UNELU, ceux qui sont passés, là, le connaissent. Alors, co-développement, qu'est-ce que la diaspora congolaise peut faire pour son pays? D'accord, merci monsieur le journaliste. Et une fois de plus, avec une très grande émotion que je retrouve mes compatriotes dans ma très chère terre, le Congo. Après autant d'années de séjour en Europe, de formation, je suis vraiment très content de me retrouver autour de cette table. Évidemment, quand on parle du co-développement, l'allusion est faite entre la migration et le développement. Comment lier la migration au développement? Dans le temps où, traditionnellement, on a toujours considéré la coopération au développement comme une prérogative des États. C'est-à-dire tous les grands projets liés à la coopération au développement devaient être initiative des États, entre les États. Et on n'a jamais considéré que les migrants pouvaient être des grands acteurs pour le développement de leur pays. Alors, tout simplement, quand on veut parler du co-développement, on veut insérer la problématique migratoire dans le processus de développement de deux pays. Ça, c'est au niveau économique. Dans tous les, le co-développement est intégral. Il y a un co-développement économique, il y a un co-développement social, un co-développement politique aussi, parce que les migrants, la contribution des migrants, elle peut être considérée dans tous les aspects de la vie sociale et politique de leur pays. Donc, à partir de ce concept de co-développement, on cherche tout simplement à impliquer les migrants au développement de leur pays. Et donc, moi, dans mon cas, je suis revenu, qu'est-ce que je peux apporter à mon très cher Congo? C'est une très bonne question. Au lieu de dire qu'est-ce que nous devons apporter, on dit qu'est-ce que moi je peux apporter? Qu'est-ce que moi je peux apporter? Vous vous êtes posé une très bonne question. D'abord, attendre que je vous la pose. J'aimerais bien préciser le concept. Quand on parle de la diaspora, ce n'est pas un concept physique. La diaspora, ce n'est pas une communauté physique. La diaspora, c'est une unité spirituelle entre les pays et leurs terres. Les Juifs, où qu'ils soient, ils sont juifs, ils pensent à leur pays. Et donc, on peut émigrer pendant plusieurs années. Mais le plus important, c'est d'être connecté à sa terre natale. Et donc, cette connexion, elle peut se faire à travers plusieurs sortes de transferts. Le transfert économique, oui, Western Union, les migrants aident leur pays. Le pays s'enrichit avec l'apport économique des immigrés. Mais les migrants qui sont à l'extérieur, quand ils reviennent, ils apportent leurs connaissances. Moi, je me suis formé dans le domaine universitaire. Maintenant, je me mets au service de l'université. Tous les contacts que j'ai eus, tous les réseaux que j'ai eu à développer, maintenant, je les mets au service de mon pays. Mais ça, ce n'est pas un apport économique. Mais c'est très important. Dans la formation, dans le domaine économique, on parle plus de transfert d'argent, mais dans la formation, l'immigration hautement qualifiée, il y a plusieurs espaces où l'immigrant peut être vraiment un agent de développement pour son pays. C'est la transformation au niveau, justement, pour votre cas, au niveau scientifique, académique, mais au niveau de la transformation sociale, vous parlez de l'apport, le transfert des fonds, ainsi de suite. Mais les Chinois, quand ils évoluent avec les Occidentaux, ils les voient faire, et puis après avoir été à leur service, ils innovent pour être également des propriétaires. Est-ce que c'est le cas pour la diaspora congolaise? Évidemment, c'est dans cette perspective qu'on doit travailler. On ne peut pas considérer que tous les migrants, tous les enfants de ces pays qui vont à l'étranger, c'est une perte pour le pays. Non. Quand on parle de la fuite des cerveaux, ce n'est pas une perte pour le pays. C'est un investissement. Le pays investit dans la formation de ses enfants. Alors, le pays ou l'État doit avoir une politique pour récupérer ces cerveaux qui sont partis
et les canaliser leurs actions vers le développement social et économique. C'est peut-être à ce niveau qu'il y a de défaillance. Notre État a-t-il une vision de co-développement? Qu'est-ce qu'elle fait pour les enfants? Qu'est-ce que notre État fait pour ces enfants qui sont à l'étranger? Qu'est-ce qu'il fait pour les récupérer? Comme c'était le dernier cas en Inde, il les défend. Oui, mais quand ça, ce sont ils étaient des victimes de la barbarie. Mais de ça, ce quelques sont des Indiens. actions ponctuelles. Maintenant, il faudrait que ça soit une politique Nationale. Le co-développement, c'est un champ politique. Donc l'État doit considérer qu'il y a un capital humain qui est à l'extérieur et qu'il ne faut pas perdre. Comment le récupérer? Comment prendre en considération cette contribution dont ils sont capables au niveau économique, les investisseurs? C'est-à-dire, les migrants, il peut avoir des économies, il peut investir dans les pays qui le reçoivent, mais c'est aussi possible qu'il investisse dans son pays. C'est un acteur économique. Le migrant, il a des connaissances, il a acquis des connaissances, il a des réseaux qu'il a développés. Mais il peut mettre ça au service de son pays. Mais vous n'êtes pas quand même très nombreux. Vous êtes justement une infime minorité de gens qui prospéraient dans plusieurs domaines, scientifiques, économiques, autres. Mais la plupart d'autres, ils sont dans des travaux parfois minables. Est-ce qu'ils sont conscients de cette situation? Bien, ceux qui connaissent l'Europe, ils savent aussi que c'est une réalité multiple. Il y a des gens qui font des trajectoires vraiment impeccables et il y a des gens qui ont leur propre projet. Il faut considérer que l'immigration, c'est un projet personnel. Chacun émigre parce qu'il a un projet personnel. Peut-être qu'il a émigré juste pour aider sa famille. Alors, il faut considérer aussi le capital humain qu'il possède, comment l'Europe peut l'utiliser. Ce n'est pas tout le monde qui peut être... ce n'est pas une immigration hautement qualifiée. Et depuis, avec la crise qu'il y a en Europe, ce n'est pas que tous les travaux sont disponibles. Donc il faut comprendre. Mais le plus important, c'est l'apport économique de ces migrants, où qu'ils soient. Petits travailleurs, main-d'œuvre moins qualifiée. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les pays? Quand ils font des transferts des fonds, l'État perçoit des taxes. C'est une grande contribution. Dans la balance de paiement du pays, il y a un certain équilibre qui s'est fait parce que l'État reçoit des devises. C'est une contribution à ne pas négliger. Alors, comment vous avez retrouvé votre pays, surtout la capitale, après plusieurs années? Il faut être honnête. Bien, on ne fait pas de boniment, il faut être honnête. Non, je serai honnête. Donc, le Kinshasa que vous avez laissé il y a plusieurs années. Soyez-en sûrs. Oui. Évidemment, au moment où on peut observer, il y a une certaine transformation à tous les niveaux. Il y a des bâtiments qui s'élèvent, il y a des infrastructures qui sont en train d'être construites. Mais est-ce que cela suffit pour dire qu'il y a développement? Non, je ne crois pas. Je crois que le concept du développement, il est bien au-delà des constructions des immeubles de route. Mais c'est quand même un pas vers ce défi-là. Il faut considérer que le développement, c'est un concept des infrastructures de développement. Est-ce que ces infrastructures qui peuvent favoriser le développement sont en train d'être mises en marche? Ça, je ne saurais pas vous le dire, mais c'est une question que je me pose. Mais c'est peut-être pour ça que je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à cet élan qui est en train de se faire? Voilà. Et nous terminons. Dans le grand journal, on a un temps bien limité. Est-ce que c'est facile d'être congolais et professeur dans une université occidentale, donner cours aux Européens? Dans une langue, par exemple, comme l'espagnol? Non, il faut avouer que ce n'est pas facile. Mais tout ne peut... Je crois que c'est un fruit des sacrifices, de la volonté et surtout des apports de tout ce qui m'entoure, parce qu'on ne peut rien faire sans considérer la famille, sans considérer les amis et surtout de tous ceux qui nous aident. Mais ce n'est pas facile. Voilà, ce n'est qu'une façon de vous dire bienvenue, bon retour au pays. Merci pour cette petite contribution. On vous souhaite plein succès. Merci à vous. C'est la fin de la première partie du Grand Journal. La seconde après le journal, vous allez retrouver Gloria Mbouya pour cette édition. Et tout au long de cette soirée, elle à chaque heure, à toute heure.